Je suis à Montréal depuis quelques semaines, quelques mois. J'ai été nommée le 17 février, mais je suis ici maintenant depuis le 1er avril officiellement à plein temps. Autrement, c'était temps partagé Sherbrooke-Montréal. Je suis une Montréalaise, alors pour moi, c'est un retour à Montréal après 12 ans, Sherbrooke. Une très belle région, Sherbrooke, très belle université aussi, collège, une concertation des intervenants en santé, en éducation, en socio-économique. C'est vraiment une région riche pour être en mesure d'établir ces partenariats. Et pour moi, les partenariats, c'est quelque chose que j'ai travaillé durant toute ma carrière. D'ailleurs, j'avais reçu le prix partenaire des cadres supérieurs dans les années 90 parce que à chaque fois que je travaillais dans une organisation, je me disais, oui, on travaille pour notre organisation, mais en même temps, on travaille pour un réseau de santé. Et quand on travaille pour une organisation dans un réseau de santé, bien, on doit partager cette connaissance-là. On a la chance de le faire dans un hôpital universitaire, mais pourquoi qu'on ne peut pas effectivement voir à ce que nos collègues, dans notre environnement, dans nos missions spécifiques, peuvent aussi profiter de cette expérience-là. Et ça, je l'ai fait à de nombreuses reprises et ça a toujours été un plaisir pour moi. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On m'a invité l'année passée, mais c'était impossible pour moi de venir. Et l'an passé, le CHUS a reçu le prix de partenaire, justement, de Sophéduc depuis 20 quelques années, 20 ans ou 25 ans, là, je ne me souviens plus exactement. Alors, maintenant, à l'agence, la santé publique était membre, mais du côté de l'agence, on l'était moins. Alors, on le sera maintenant membre de Sophéduc. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques informations de ce qu'est notre région de Montréal, compte tenu que je suis PDG maintenant de cette agence, mais les besoins que nous avons plus spécifiquement, mais les besoins de Montréal sont un peu légèrement, en tout cas, sont un peu différents, oui, de l'ensemble des régions du Québec. Je pense qu'on a vraiment un Québec qui est partagé dans plusieurs territoires qui sont bien différents les uns des autres, et je pense que Montréal, la métropole, a vraiment des caractéristiques qui lui sont propres. Mais en même temps, je veux vous partager à la fin de la rencontre davantage. On peut peut-être passer à la prochaine. Je veux vous passer en termes de conclusion. Donc, je vais vous parler de la mission, du portrait montréalais, des enjeux, de la formation initiale, le développement des compétences, naturellement. Puis, en termes de conclusion, je vais vous présenter le modèle de performance que nous avions au CHUS et avec lequel on a travaillé durant les 5 dernières années et à parfaire ce modèle. Et c'est un modèle qui inclut naturellement le développement des compétences, mais qui fait en sorte que c'est dans un cadre intégré et non pas qu'on voit le développement des compétences d'une façon vraiment déconnectée du reste et une fonction en soi dans une organisation. Je pense que c'est vraiment là la valeur ajoutée du développement des compétences. Alors, je pense que j'aimerais ça vous le présenter, puis vous le rendre accessible. Et puis, le CHUS va se faire sûrement un plaisir d'aller ajouter à ces connaissances-là si vous le désirez. Alors, on y va avec la prochaine. OK. Alors, juste vous dire qu'on a, en termes de mission, on est en train de faire l'évaluation du plan stratégique 10-15 dans tout le Québec parce que tout le monde avait un plan au niveau des agences et au niveau des établissements. On demandait à réaliser des plans stratégiques 10-15. Et présentement, juste avant que le gouvernement change, on avait un premier jet du gouvernement sur un plan stratégique 15-20. Et on devait commencer dans chacun des territoires, dans chacune des régions, à préparer ce plan stratégique-là 15-20 à partir des enjeux du Québec et à partir des enjeux plus spécifiques de chacun des territoires. Et c'était en démarrage. On est toujours en démarrage parce que là, maintenant, avec un nouveau gouvernement, les enjeux ne changeront pas en santé, hein, ça va demeurer les mêmes enjeux, sauf que les orientations risquent d'être légèrement différentes compte tenu du gouvernement en place par rapport à l'ancien gouvernement. On ne prendra peut-être pas les mêmes moyens, mais les enjeux demeurent une réalité de notre réseau. Alors à Montréal, comme en Estrie, on avait commencé à initier ce nouveau plan. Mais on a commencé à évaluer ce que l'on a réalisé entre l'année 2010-2015, même si 2015 n'est pas arrivé. On voit si on est en voie de réaliser les objectifs. Et du côté de la main-d'œuvre, ce que nous avions, c'est toujours la même chose. On voulait être sûr de la main-d'œuvre dans notre domaine des soins santé et services sociaux. Et en même temps, la stabilisation de cette main-d'œuvre-là, compte tenu de l'utilisation importante de temps supplémentaire, de main-d'œuvre indépendante
et de mouvement de personnel et d'abandon au niveau de la diplomation. Il y a des gens d'université ou de cégep ici. Là aussi, dans la profession infirmière, entre autres, on avait ces difficultés-là de faire en sorte qu'on ait un taux de diplomation qui soit au-delà du 50 %. Alors, je pense qu'il fallait trouver les moyens d'améliorer le tout. Alors, quand on regarde les résultats, parce que j'ai regardé les résultats avant de venir ici pour le volet de la main-d'œuvre, puis on a les ententes de gestion que l'on signe avec chacun des établissements et dans ces ententes de gestion-là, on voit effectivement si les gens ont atteint leur cible. De façon générale, le temps supplémentaire s'est amélioré. On a diminué la main-d'œuvre indépendante, mais le facteur d'attraction et de rétention demeure toujours un problème de taille. Et donc, dans le plan 15-20, c'est sûr et certain que l'attraction, la rétention, la mobilisation de cette main-d'œuvre-là et de faire en sorte qu'elle demeure en santé, qu'elle n'abandonne pas non plus parce que ça ne correspond pas aux aspirations. On parlera dans l'intergénérationnel. C'est sûr et certain que quand on demeure, quand on est une infirmière, qu'on est 24 heures on est dans un type d'emploi qui a travaillé 24 heures par jour, les 3 quarts de travail ou le quart de nuit principalement ou le quart de soir, c'est sûr que c'est pas un facteur d'attraction, de rétention, mais quand on sait que c'est 10 ans, souvent avant d'avoir un poste de jour, alors nos jeunes ne sont plus aussi tolérants que ceux que nous avions par le passé et comment on leur donne des défis à ces jeunes-là pour être en mesure de les garder en santé. Alors, on a une gestion du management qui a à être bien différente de celle que l'on a connue et qui doit évoluer. Alors, vous avez là le nombre d'établissements de santé à Montréal. Donc, on parle de 42 établissements publics et 22 privés financés et ceux qui ne sont pas financés, 18. Donc, en tout, 82 établissements. Alors, c'est majeur. C'est vraiment la plus grosse région. On est en train, dans le plan stratégique actuel, de regarder la possibilité d'envisager à nouveau certains mouvements pour être en mesure de mieux adapter nos services aux besoins des personnes, de la population et des besoins des usagers qui ont besoin de services. Mais ça sera une réflexion qui sera en cours dans le 2015-2020. La prochaine acétate vous démontre le nombre d'employés que nous avons, 95 000 employés. Alors, c'est aussi majeur, donc 86 000 qui sont des employés syndicables non syndiqués. Personnel cadre, on parle des cadres beaucoup de ce temps-ci. Hein? On en parle souvent des cadres et là, c'est revenu sur la table à dessin. Alors, c'est sûr que dans un contexte de compression comme nous avons, c'est évident que le volet de la compression pour les cadres et un autre est une cible qu'on aura. On ne connaît pas encore la cible. On parle de 10 de compression d'ici les 3-4 prochaines années potentiellement. Tous les établissements ne sont pas égaux par rapport à ça. On a établi une cible d'optimisation à Montréal, puis on voit bien qu'il y en a qui sont vraiment à l'intérieur de ces cibles-là, d'autres sont à l'extérieur de ces cibles-là. Vous avez vu le CHUM tout récemment, hein, avec M. Fontaine, qui est actuellement notre sous-ministre, qui est allé travailler pendant quelques mois au CHUM et qui a décidé de réorganiser la direction du CHUM. Et par le fait même, il a trouvé qu'il y avait une direction qui avait été introduite il y a quelques années et qui n'avait pas nécessairement les résultats qui étaient démontrés en termes d'évaluation et qui a fait en sorte de réorganiser pour abolir complètement cette direction et de faire en sorte qu'on puisse gérer les soins et services avec la fonction médicale et la fonction de soins infirmiers, mais d'une façon différente de celle qui était initialement prévue. Alors, c'est sûr que ça donne le ton en disant c'est 26 cadres au CHUM, puis le CHUM avait un taux d'encadrement qui était inférieur à d'autres milieux universitaires déjà. Alors, imaginez que là, ça donne le ton pour d'autres établissements. Il ne s'agit pas juste de couper pour couper, il s'agit de voir, puis en même temps, comment on va mobiliser nos cadres dans un contexte comme celui-là où vous allez être des gens de formation, des gens de développement organisationnel que vous êtes ou des gens de ressources humaines. C'est sûr et certain que c'est très difficile de faire en sorte qu'on puisse mobiliser des cadres à l'intérieur d'une démarche où on a aussi en même temps à optimiser les structures. Mais c'est ça va être notre défi, un nouveau défi. Alors, on passe à la suivante.
On a à l'agence 696 personnes, dont la moitié sont en santé publique à l'agence, 443, et le reste sont en santé publique. Et dans la santé publique, on a aussi des gens qui sont à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et au CUSUM, qui sont décentralisés dans les établissements de santé, mais qui font partie de la santé publique. Alors, en tout, c'est ça. Alors, les enjeux du réseau de la santé en 2014, alors c'est sûr qu'on parle beaucoup d'alourdissement, de transformation des besoins des clientèles. Alors, vous avez sûrement, on parle énormément du vieillissement de la population, des besoins différents qui doivent être adaptés en fonction d'une population par rapport à une autre. À Montréal, ici, l'itinérance, je pense que c'est une donnée qui, oui, est au Québec aussi, mais d'une façon beaucoup plus particulière, plus spécifique ici à Montréal. On a toute la question de l'obésité et le diabète chez les jeunes aussi. Donc, toute l'approche auprès de la clientèle immigrante au niveau de Montréal, on est des caractères distinctifs. Et donc, quand on regarde les enjeux du Québec, il faut en même temps regarder les enjeux régionaux parce que c'est là qu'on voit vraiment les besoins qui doivent être bien adaptés. Et par le fait même, quand on va regarder la formation de notre personnel, c'est en besoin de ces besoins-là adaptés aussi qu'on aura à avoir le développement des compétences. L'utilisation des ressources de façon efficiente. Alors, c'est sûr que là aussi, on voit le travail en équipe interprofessionnelle, interdisciplinaire, peu importe les termes que vous utilisez. C'est sûr que ça a toute une connotation, tout un langage bien spécifique. L'organisation du travail, là aussi, de manière efficiente. On a parlé beaucoup dans les dernières années des équipes de projet. Puis je pense que ça a été vraiment une valeur ajoutée. D'ailleurs, je suis invitée à aller à leur colloque au mois de février prochain à Sherbrooke, à l'agence. Dans la majorité des établissements maintenant, on a un fonctionnement par projet. Et donc, toute la rigueur qui est requise pour bien fonctionner en projet. Nos gestionnaires, avant ça, étaient laissés pour compte. On avait un projet, on disait aux gestionnaires, bien là, tu dois, en plus de gérer ton personnel à tous les jours, gérer tes ressources, ta main-d'œuvre. En plus, on te donne 3 projets, puis on veut des résultats dans quelques temps. Alors, c'est sûr que c'était vraiment, et quelles compétences nos cadres avaient pour vraiment, quelles compétences ils avaient pour aller dans toutes les directions, parce que souvent, les projets, c'est transversal. Alors, je pense que ça a été une nette amélioration dans notre réseau de la santé, l'introduction des gestions de projets. Et on sait on a un problème à prioriser les projets dans le milieu de la santé. Souvent, c'est ça. Les cadres nous disent, écoutez, moi, mon projet, je veux qu'il passe, là, mais il y en a trop de projets qui influencent aussi mon service. Et donc, la gestion matricielle de tout ça dans une organisation, ça demeure un défi de taille parce qu'on a souvent la difficulté à prioriser. Et enfin, tout le volet du lean management. Alors, c'est sûr que le lean management, on a eu un ancien ministre qui l'a préconisé beaucoup. À Sherbrooke, nous, on avait déjà commencé avant parce qu'on était dans un milieu industriel avec des gens qui, en philanthropie, étaient très près de nous, Domtar, BRP, et on avait travaillé avec eux déjà à regarder leur modèle de management et essayer de voir comment on peut influencer ce modèle-là dans notre milieu de la santé. Alors, on a fait des grands pas là aussi. Il y a eu beaucoup de controverses par rapport aux privés qui étaient en lean management, mais je pense que de plus en plus dans nos organisations, le ministère a encouragé. Il y a eu 3 projets l'an passé. Il y en a eu, je pense que c'est 16 cette année. Le Sherbrooke était dans les 16. Ils ont modifié le modèle. Le modèle était beaucoup plus privé par les 3 premiers. Le modèle était beaucoup plus public dans la deuxième phase. Alors, je pense que ça, c'est très porteur. Puis, il y a un colloque, c'est cette semaine, je pense, il me semble que c'est le 22-23, où tous les intervenants en santé publique se réunissent pour être en mesure de partager leurs expériences entre eux. Sans les fournisseurs, c'est vraiment entre eux pour être capable de partager. Puis il y a des communautés virtuelles de pratique qui existent aussi pour partager les expériences. Alors, je pense que ça, c'est vraiment très avantageux. Enfin, les deux derniers thèmes, la prochaine, s'il vous plaît. La mobilisation de la main-d'œuvre, alors c'est un enjeu, je vous en ai parlé d'entrée de jeu, l'attraction, la rétention. On a encouragé beaucoup aussi toute la question d'entreprises en santé. Ici à Montréal, on a 13 établissements qui font partie d'entreprises en santé. Je pense que c'est vraiment des modèles intéressants. C'est pas juste des modèles pour utiliser un modèle puis avoir une accréditation puis une certification. D'ailleurs, plusieurs se sont inscrits dans ces modèles-là sans pour autant avoir l'intention d'avoir une accréditation. Je pense que ça peut être intéressant pour une organisation, mais quand même, c'est pas
Ça nous donne vraiment quelles sont les meilleures pratiques pour être en mesure de mettre en place un climat de travail, une organisation saine dans notre milieu. Alors, Plantry, on parle de 7 établissements à Montréal, mais au Québec, je pense que c'est quand même sûrement une vingtaine d'établissements, sinon plus. Je n'ai pas regardé les données du Québec. Et HPS aussi, Hôpital Promoteur de la Santé, on parle de 24. Ici, à Montréal, on préconise, on favorise beaucoup la santé publique est reconnue et donc elle favorise vraiment les liens. Alors, elle a travaillé beaucoup, la santé publique, à faire en sorte d'encourager à Montréal le développement de HPS. Les nouvelles technologies, je pense qu'il faut aussi considérer les nouvelles technologies comme étant un grand défi dans nos grands milieux. Les milieux universitaires, vous les avez, on modernise, quand la modernisation des CHU qu'on a ici à Montréal. McGill, qui, dans moins d'un an, on parle beaucoup d'eux depuis 2 semaines. Alors, malgré tout, ils auront quand même une installation fort adéquate pour le bien-être des patients. Je pense que ça va être une valeur vraiment ajoutée pour améliorer les conditions de traitement des patients. On a aussi le CHUM qui, dans 2 ans, moins de 2 ans, va s'en aller aussi dans son installation. Mais on a Sainte-Justine qui, ça va être aussi en 2016. On a le Général Juif aussi qui est en train de se moderniser. Mais on a aussi en même temps des besoins dans tous les autres centres de santé qui sont autour et qui n'ont malheureusement pas pu être retenus. Alors là, on va parler des vétusités de Verdun, des vétusités de Sacré-Cœur, de Maisonneuve. Alors, il y en a beaucoup. À Montréal, je peux vous dire que je constate qu'il y a vraiment une vétusté accrue par rapport à toutes les autres. Mais les nouvelles technologies rentrent quand même dans ces institutions-là. Et les nouvelles technologies, font en sorte qu'on les essaie. C'est plus compliqué pour les installer, c'est plus complexe, mais c'est plus coûteux d'installer une nouvelle technologie. Mais vous avez là différents moyens. Il y a le dossier Santé Québec aussi, le dossier patient informatisé, les apprentissages en ligne. Alors, on va en reparler tout à l'heure. C'est sûr et certain que ces technologies-là, elles sont utiles, elles sont nécessaires, elles sont requises, en autant qu'elles sont en soutien aux besoins cliniques. Trop souvent, on ne va pas suffisamment valider les besoins cliniques avant de développer les technologies. Et on se retrouve avec des technologies qui sont peu ou pas utilisées ou mal utilisées parce que les cliniciens n'ont pas nécessairement besoin de cette fonction-là, de la façon dont on le fait. C'est complexe, le milieu de la santé, mais ça ne s'implante pas comme ça. C'est pas un logiciel qu'on prend et qu'on implante. Le développement des stages, je pense que vous avez des outils en ressources humaines, tout ça. Même en ressources humaines, souvent, il y a des développements de systèmes qui sont là, mais on dit, nous, on fonctionne avec une organisation différente et on aimerait ça que le logiciel... Alors, il y a toujours de l'adaptation de logiciels, mais imaginez quand on parle de soins aux patients et de cliniciens, de nombreux cliniciens, c'est très complexe. Alors, je pense qu'on a un défi de taille de ce côté-là, mais toute la question des jeunes et de la modernisation avec la robotisation et avec l'informatisation, c'est sûr que les jeunes, nous, à Sherbrooke, on avait un dossier patient informatisé depuis 20 ans. Ça fait énormément, ça fait longtemps. Ils ont été précurseurs à l'époque à Sherbrooke. Et des jeunes entraient à Sherbrooke et ils avaient la chance d'avoir un dossier patient par rapport à Montréal ou Québec qui sont plus en retard. Et les jeunes disaient, on pourrait faire plus, on pourrait aller plus loin. Et on dit oui, on voudrait bien aller plus loin, mais ça prend des sous, ça prend du développement, ça prend... Alors, c'est énorme les changements que ça génère et c'est sûr que pour le corps médical aussi, c'est énormément de changements. Alors, je pense que c'est nécessaire, mais c'est une gestion de changement fort importante. Alors, face à ces enjeux-là, pour la prochaine, on a des enjeux régionaux un petit peu plus haut. Le titre, la formation initiale que je vais vous parler, c'est sûr que les enjeux régionaux font en sorte qu'on a besoin de nouvelles cohortes ou de nouveaux programmes et on a ici à Montréal un manque de 3 000 à 3 500 infirmières par année. En Estrie, c'est à moins gros comme chiffre, mais je peux vous dire que c'est catastrophique aussi. Et on a travaillé en Estrie pendant 5 ans avec le milieu de l'éducation, université, cégep, collège, école professionnelle aussi, surtout pour les infirmières, pour être en mesure, avec l'éducation, de trouver une façon. Parce que les milieux de stage, il n'y en a pas. Il n'y en a pas suffisamment en fonction du nombre d'infirmières qu'on pourrait avoir. Et donc, on a travaillé avec eux pour comment on peut modifier les milieux de stage, comment il manquait de professeurs au cégep. J'étais au conseil d'administration du cégep. Puis à chaque année, je voyais
90 infirmières refusées parce qu'on n'a plus de milieu de stage. On a pu, et pour moi, je voyais ça, les 90, je allais chercher probablement 70 de ces 90. Il me manquait ça. Puis à chaque année, je voyais ça. Je me dis, on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a eu un projet qu'on a appelé Primas à l'époque et qui a permis de faire cette concertation-là. On a amélioré l'état de situation, on a amélioré les milieux de stage. Il y a des établissements qui n'en prenaient pas suffisamment. On a vraiment trouvé des moyens, puis changé l'encadrement des stages aussi avec le milieu de cégep, avec les employés syndiqués, les professeurs du cégep. C'est pas simple, mais quand on le fait en concertation, c'est possible d'y arriver. Mais malgré tout ça, il nous manquait. Imaginez, si on n'avait pas fait ça, il nous aurait manqué encore plus et on aurait dû fermer une partie de notre établissement parce que quand c'est rendu, puis on avait changé le modèle de soins pour faire des infirmières auxiliaires, des préposés, avoir un modèle de soins d'équipe plutôt qu'un modèle de soins global. Et malgré tout ça, il nous manquait encore d'infirmières. Le nombre de départs à la retraite qu'on a eu dans notre région était plus important que le nombre d'entrées. Et le taux de diplomation que le cégep avait, qui était supérieur à 50 mais qui était encore là autour de 60 quelques %, on avait contribué aussi à faire en sorte d'encourager des gens, des étudiants, en les faisant travailler durant l'été, en essayant de les garder à l'emploi, en leur faisant faire moins d'heures de travail pour qu'ils puissent réussir leur congé, leurs travaux scolaires. Alors tout ça, c'est de la concertation, mais c'est complexe. Et quand j'arrive à Montréal, puis je vois 3 000, 3 500 par année, je me dis, avec toute la complexité du milieu de l'éducation, de la santé, on fait partie de toutes les tables, il y en a plein de tables, mais je me dis, par où on prend le morceau, par où on prend c'est comme un gros éléphant, comment on vient à bout de cette situation-là? Alors, je suis encore trop nouvellement arrivée pour être capable de voir comment, mais je peux vous dire que il va falloir trouver des solutions parce qu'on ne peut pas se payer le luxe de ne pas avoir suffisamment d'entrées en soins infirmiers. Puis il faut faire la promotion de cette vocation-là. Je pense que c'est une vocation, les soins infirmiers en santé. Il faut la promotion aussi. Il faut aller inciter ces jeunes-là à venir. Mais en même temps, on les incite. Il ne faut pas leur mettre un milieu trop rose, puis en bout de piste, ils arrivent, puis c'est pas le milieu qu'ils ont été appelés à découvrir quand ils ont étudié. On dit ça. C'est pas ça que j'ai compris de la fonction. Alors ça aussi, hein, c'est un défi de dire comment on les retient, comment on leur présente des défis pour que ces jeunes-là demeurent puis persistent. Et enfin, donc c'est ça, la collaboration avec l'éducation, et je suis convaincue que ces tables-là, que je ne connais pas encore, là, je suis allée rencontrer récemment la table des commissions scolaires, là, et puis eux autres aussi, ils ont des changements qui s'en viennent, alors ça va être du bouleversement par rapport à d'autres bouleversements, mais en tout cas, donc tout ça pour vous dire qu'on a un défi de taille, on a un défi conjoint, l'éducation et la santé, et je pense qu'aussi le milieu socio-économique a aussi un devoir là-dedans aussi. C'est pas juste, faut éviter qu'on travaille en silo de ce côté-là. Alors, la prochaine. Le développement en partenariat. Bon, alors, formation initiale, c'est sûr qu'il faut... puis il y a un projet qui est porteur ici à Montréal, puis à Sherbrooke, on l'a eu, ce projet-là. C'est le projet d'une salle de simulation. 5 minutes. My God. Alors, une salle de simulation, environnement avec simulateur patient. Alors, le projet ESPA, si vous entendez de ce projet-là. Alors, c'est sûr que je sais que ce projet-là est sur la table à dessin au ministère de la Santé et au ministère de l'Éducation. On va en faire la promotion. Il y a actuellement le CHUM et Sainte-Justine qui ont, entre autres, des installations avec des mannequins pour être en mesure de diminuer le besoin de stage dans les établissements. C'est un des moyens d'avoir des salles organisées de cette façon-là, des salles d'enseignement. Et on parle de 25 de moins de temps requis dans les milieux hospitaliers ou des milieux de santé quand on a des salles avec des mannequins et avec encore là tous des cas pratiques et le travail interdisciplinaire qu'on peut mesurer aussi au lieu de juste travailler avec une infirmière et avec un patient, on est infirmière, mais avec l'ensemble des autres professionnels. C'est vraiment des beaux milieux, puis je pense qu'on doit l'encourager et à Montréal, on se devrait d'avoir aussi. On va cartographier l'offre de services qui est demandée pour les stages en fonction des demandes de places de stage. Je sais qu'il y a des logiciels maintenant qui sont là pour être en mesure d'améliorer, mais c'est des outils, l'essence même, il faut qu'on puisse avoir vraiment, puis je vous ai parlé du projet Primas, et peu importe les projets d'un territoire par rapport à un autre, l'important c'est de voir quels sont les projets qui sont porteurs. Il faut éviter qu'on se dilue dans plein de projets qui ne donneront pas nécessairement des résultats
concrets à court terme. Il faut vraiment avoir des projets pérennes, mais aussi des projets qui vont rapporter à court terme parce que le besoin, il est là. Alors, si les gens de l'éducation, vous y êtes aujourd'hui, puis vous avez ce genre de projet-là qui peuvent permettre vraiment qu'on améliore, bien, je pense que ça va être important. Au-delà de la formation initiale, l'Agence a aussi les formations régionales qui sont organisées. Alors, vous avez là la panoplie d'exemples qu'on a, puis c'est vraiment en fonction avec, encore là, c'est avec la STAS. On a des gens de la STAS ici. Bien, c'est en fonction d'autres organisations qui viennent soutenir aussi. Et vous, la Soféduc, la même chose avec ce que vous entreprenez. Donc, on est en mesure, puis le Cégep nous disait qu'il était aussi, comme on a l'optimisation de l'approvisionnement avec le Cégep André Laurando, on a des besoins, vous êtes des intervenants clés et on peut vraiment travailler ensemble à faire en sorte que ces besoins-là soient répondus le plus rapidement possible. Les formations, vous les avez sur l'offre de service régional de formation 14-15. Alors, c'est vraiment, et l'année passée, c'est 45 formations différentes qui sont organisées pour 14-15. Alors maintenant, les enjeux, c'est par rapport à nos cadres. Alors, je vais passer rapidement pour nos cadres. Des problèmes d'attraction pour nos cadres, parce que nos gestionnaires, je pense qu'on avait déjà des problèmes. On essayait de trouver des moyens de les mobiliser, toutes les conditions d'exercice qu'on essayait de tenter de voir comment on peut améliorer ce rôle-là du cadre. Alors, c'est pas sorcier. Je pense qu'il faut que le cadre, on puisse vraiment lui démontrer la fonction, la valorisation de cette fonction-là. Naturellement, qu'il faut qu'il soit en nombre adéquat. Je pense que c'est peut-être là que le bas blesse, mais normalement, si on est en mesure de bien définir le rôle de ce cadre-là, les compétences de nos cadres que l'on doit avoir, les compétences qui doivent évoluer de nos cadres, parce que c'est vraiment important d'avoir cette compétence-là qui évolue. Alors, je pense qu'on aura sûrement des meilleurs résultats pour les prochaines années. Pour la prochaine, on a aussi des programmes, je pense que sont là les programmes que nous avons. L'Université Laval est très présente et l'Université McGill pour Montréal. Et à Sherbrooke, c'était l'Université Laval qui était présente aussi. Les cadres supérieurs, le ministère aussi a son programme, les hors-cadres. Malgré tout ça, on a de la difficulté à retrouver des directeurs généraux à la tête de nos établissements. Des fois, c'est un premier concours et un deuxième concours, une prolongation de concours. C'est pas si évident que ça que des gens veulent aller. Moi, je pense que ça prend la vocation. Moi, je l'ai eu, cette vocation-là. J'ai eu la chance d'être dès les tout débuts et de la maintenir et de maintenir cette passion-là. Mais c'est pas si évident que ça. Et le développement de compétences, vous l'avez pour nos cadres avec les différents programmes qui sont offerts. Tout le volet du coaching, j'y crois énormément, ce volet-là du coaching. Coaching d'équipe. Comment on gère une équipe, comment on va chercher le maximum d'une équipe, comment on habilite nos cadres à travailler comme meneurs d'une équipe. C'est fondamental dans notre réseau. Alors, je vais passer rapidement pour aller à la fin. Ça, OK. Bon, bien là, il est petit, mais vous l'aurez dans vos acétates. Ce que je veux vous démontrer, ça, c'est le cadre de performance du CHUS. Je l'ai mis avec chacune des fonctions parce que je voulais que... Il y en a une qui est belle puis qui démontre juste qu'il y a 4 volets. On est performant quand on est en mesure d'être en équilibre dans les 4 volets suivants. Le volet des pratiques, et on va commencer avec le haut à droite, engagement des personnes envers nos pratiques. Tout le volet du leadership, tout le volet du développement des compétences, tout le volet des pratiques professionnelles et toute la collaboration et les partenariats avec les fonctions de ces caractéristiques-là, de cette composante-là, doit être en interrelation avec la qualité et l'accessibilité des soins et services à nos patients. Et donc, par le fait même, l'expérience des patients, comment on intègre, puis ça, les gestionnaires, c'est pas naturel, c'est pas inné, il faut le développer. Puis, quand on le développe, on a le directeur des usagers ici, du comité des usagers provincial, et c'est sûr et certain qu'on va chercher l'input du patient. À l'Université de Montréal, ils ont développé le patient partenaire, l'Université de Sherbrooke aussi, mais au-delà de développer le modèle, c'est comment on l'intègre, comment on fait en sorte que ce que nos patients ont à dire, on les écoute. On écoute, on ajuste le besoin en fonction de ces patients-là. Et non pas, on a la bonne pratique pour les patients et puis peu importe que ce soit un patient ou un autre, on applique la même méthode. Et alors, il faut vraiment ajuster en fonction des besoins. Donc, l'expérience patient, la pertinence de cette offre-là, la sécurité des soins et services et l'efficacité de ces soins et services-là, c'est une deuxième dimension avec laquelle on doit composer.
Le volet des ressources, donc nos ressources en fonction des besoins des ressources, de la disponibilité de nos ressources, donc qu'on ait le nombre d'infirmières en nombre suffisant, qu'on ait, donc c'est toute la quantité de ressources qu'on a besoin, la répartition de ces ressources-là, la contribution des ressources, le bien-être et l'entretien de ces ressources-là, comment on fait en sorte que ces ressources-là sont engagées dans notre milieu. Et le dernier bloc en haut à gauche, c'est tout le bloc des processus. Est-ce qu'on connaît nos processus? Est-ce qu'on améliore ces processus-là? Est-ce qu'on les gouverne correctement, nos processus? Et est-ce qu'on planifie et on évalue? Toute la question d'évaluation dans notre réseau de la santé, la mesure, la culture de la mesure, c'est bien difficile à intégrer. Mais dans un monde comme vous, au niveau de la formation, il n'y a rien de plus important que de mesurer, mais cette mesure-là, il faut aussi l'intégrer dans l'ensemble des besoins de l'organisation. Fait que le volet de ces questions-là qu'on a, nos cadres, quand ils font un projet, ils ne font pas un projet juste de développement de compétences. Ils le font en fonction de l'ensemble de la performance de l'organisation. Et donc, ils doivent s'assurer de présenter le projet avec les 4 facettes. Quand on a une décision au conseil d'administration, on présente ça en fonction des 4 facettes que l'on doit aussi. Ce n'est pas nécessairement tous les éléments de la facette, mais on doit se poser la question comment ça va influencer l'amélioration des soins aux patients, comment ça va utiliser d'une façon efficiente nos ressources et comment notre processus a été revu pour être s'assurer d'une performance adéquate et d'une gouvernance adéquate. Et donc, c'est vraiment un modèle qui nous collait à la peau à Sherbrooke et qu'on a ajusté. C'est le modèle des HSC avec monsieur que j'oublie le nom, là, et un des professeurs de HSC. Et donc, on a ajusté son modèle en santé pour permettre justement de venir, entre autres, pour le volet d'aujourd'hui, situer le développement des compétences à l'intérieur d'un de ces volets-là. Et quand on a eu un plan d'équilibre budgétaire, il y a 2-3 ans, avant ça, on disait on coupe la formation, on coupe telle chose, et on vivait avec tous les impacts de ça pendant 2 ans après, parce qu'on n'avait pas de modèle de performance. Quand on a eu le dernier plan d'équilibre budgétaire, on a fait notre plan en fonction de notre modèle de performance. Puis on n'a vraiment pas eu tous les impacts qu'on aurait eu normalement si on avait juste coupé ce qui était le plus simple à couper, point la ligne, sans mesurer les impacts dans un modèle de performance. Alors, je peux vous dire que c'est très utile. Ça permet aux cadres de se rallier à une vision de l'organisation et de dire, moi, ma contribution à moi, de mon service, à l'intérieur du modèle de performance de l'hôpital. Ça permet aux employés sur le terrain aussi de voir comment ils contribuent à l'amélioration de la performance. Et quand on vient pour puis dans la vision du plan stratégique de l'hôpital, c'est vers le CHUS, vers un CHUS plus performant et inspirant en dimension humaine. C'était ça la vision du CHUS. Donc, on a mis le mot performance, on a osé mettre le mot performance. Puis c'est sûr que ça pouvait être un mot tabou pour les employés, un mot tabou pour les cadres, parce qu'ils disaient, c'est de faire plus avec moins. Mais non, on veut faire mieux dans un modèle où on veut penser à notre personnel et à ses qualifications et à ses compétences. On veut penser à nos patients en termes d'amélioration de service. Qu'est-ce que ça va donner de plus pour l'amélioration des patients? On veut penser à nos ressources. Puis après ça, on veut aussi réfléchir sur la façon dont on organise nos ressources et nos processus de soins dans un établissement. Il y a énormément de travail à faire, d'ailleurs, dans les processus. Alors, je pense que c'est là qu'on peut se donner un volet important du développement des compétences, oui, mais dans un modèle intégré dans une organisation. Merci beaucoup.